Salut à toi, bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui te parle politique en faisant du gaming. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Julien Lemoine, chef de groupe au conseil communal à Namur. C'est quelqu'un, m'a-t-on dit, de persévérant. Non, je fais une erreur, d'audacieux. Mais merci à toi d'être présent. Merci de m'inviter. Et explique-moi, pourquoi audacieux ? Audacieux parce que j'ai 24 ans pour le moment. Je me suis présenté, j'en avais 17, Okay. une première campagne. C'était pas un projet facile parce que quand on a 17 ans, on a plus envie de faire la fête, de boire des bières et pas spécialement de parler de politique. Et puis finalement, j'ai été convaincu par le projet parce qu'il était centriste, parce que je trouvais que c'était un projet équilibré. Et donc je me suis dit, bah voilà, on se lance parce que donc Namur, c'est à peu près 110 000 habitants, je dirais, et il y a à peu près 15 000 jeunes à l'heure actuelle. Et je me suis dit, c'est pas normal que dans le conseil communal, donc qui prend des décisions pour l'avenir de la ville, qui est une ville universitaire où il y a beaucoup de jeunesse, eh bien, il n'y a pas un seul représentant de notre âge au conseil. La moyenne d'âge était plus ou moins de 55 ans. Et je me suis dit, c'est logique, en fait, qu'il y ait juste un jeune qui puisse rapporter les préoccupations de ma génération, en fait. Et donc, je me suis présenté, je me suis lancé, et j'ai bien fait, parce que j'ai été élu 1 an et demi plus tard. D'abord à ce qu'on appelle le Conseil de l'action sociale, donc qui est le poste social, donc le CPS, il y en a un par ville. Et puis, comme j'étais le 5e score et qu'il y avait 4 élus, eh bien, il y a un des conseillers communaux qui a démissionné parce qu'il avait envie de passer à d'autres projets. Et donc, je suis monté. T'es le conseil communal. Au conseil pour le communal, grand bien de Namur. Pour le grand bien de Namur. Et en plus de ça, je suis monté du coup il y a 1 an et demi comme chef de groupe. Donc chef de groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire le premier conseiller d'un groupe politique ici, donc de Défi, qui donne en fait l'impulsion. Un peu le porte-parole. Le porte-parole, et qui donne l'impulsion des projets, des dossiers qu'on va travailler au conseil, qu'on va rapporter. Et donc moi, pendant la crise Covid, j'ai beaucoup rapporté la préoccupation des jeunes. Et puis là, je suis penché sur le volet plus indépendant namurois et classe moyenne qui a subi des crises successives et qui est un peu peiné pour le moment et dont on ne se préoccupe à mon sens pas assez. On va y revenir justement. Avant ça, je te propose peut-être de faire un grand prix du coup sur Mario Kart. Est-ce que tu as déjà... J'ai joué. Alors je suis un peu rouillé à mon avis parce que j'ai plus trop le temps d'y passer des heures. Mais tu me proposes alors du coup d'aller sur 150 cc ou 100 cc? 100 cc on va commencer, puis après on augmentera le level comme dans le débat. Ok. Du coup, voilà, je la ressors à chaque épisode, mais pour moi, le choix du personnage en indique énormément sur la personnalité. Je vais peut-être pas prendre un bonhomme vert alors parce que je suis pas pro parti écolo. Attends, on va partir. Tous ceux qui ont voté anciennement pour écolo ne sont plus pour écolo. Exactement. Donc je vais prendre Rose comme notre parti. Ah, bien. Moi, je prends Zelda. Alors, son accoutrement n'a absolument rien à voir avec mes idées politiques. Ça t'irait bien. Oh, un peu de... C'est vrai que le bonnet, il y a un petit swag. Il est stylé, ouais. Il y a un petit truc. Il est stylé, ça t'irait bien. Bah écoutez, les gars, dites-moi si vous voyez ça en commentaire, si ce bonnet m'irait bien. Je serais... S'il vous plaît, dites non. On va partir sur quoi? T'as une préférence? Je sais pas, ouais. Volcan, il y avait un truc de volcan là. Un truc de volcan? Ah. Ouais, là, voilà. Volcan grondant, c'est bien. Grondant. Est-ce que ça indique quelque chose par rapport à ta personnalité? Ça dit l'optique dans la campagne prochaine, quoi. Ok. Et est-ce que tu es quelqu'un qui se met facilement en colère? Parce que tu m'as parlé de volcan. Quand la colère, mon entourage dit que je suis très réactif sur certains sujets, on va dire. Voilà, mais j'essaie souvent de garder mon calme parce que je pense qu'on y perd beaucoup à se mettre en colère pour pas grand chose. Mais il y a parfois des colères par contre qui sont légitimes et je soutiens certaines colères quand elles rapportent des préoccupations qui sont pas assez entendues. Maintenant, je pense que tourner des propos polémiques comme on le fait à l'heure actuelle, je sais pas, quand je vois Georges-Louis Boucher qui dit que le Parti Socialiste est le parti de la sieste, en retour, Magnette, bon voilà, je pense pas que ce soit des propos qui fassent grandement avancer les choses au niveau politique et ça réduit le level qui est déjà parfois un peu trop bas, quoi. C'est vrai que pour le moment on n'a pas vraiment c'est pas de la belle politique, t'as l'impression d'être sur Rap Contenders quand tu regardes les médias pour le moment et surtout que c'est un peu nul, c'est un peu facile très souvent et ça n'apporte absolument rien au débat ni même en fait quand tu regardes concrètement ce qui se fait au Parlement, tu vois. C'est parfois des sujets qui sont un peu mineurs face aux préoccupations qui sont par contre de plus en plus grandissantes, quoi. Quand je vois le réchauffement climatique, quand je vois le déficit démocratique parce que les gens et notre génération s'intéressent de moins en moins à la démocratie.
C'était aussi pour ça d'ailleurs que je m'étais engagé, parce que je m'étais dit peut-être que si un jeune parle de politique, ça va intéresser les autres jeunes. Passer sur des propos polémiques et sur des petits tacles, c'est pas toujours hyper avantageux pour la société en part entière. Or, le politique, ça doit surtout être une question de s'engager pour l'intérêt général. Et en fait, l'action pour l'intérêt général est censée inspirer, et comme tu le disais, quand tu prends un type comme JLB, tu as l'impression qu'il passe plus de temps à communiquer qu'à travailler justement au Sénat, et ou en tant que président de parti pour formuler des propositions. Et donc ça donne une mauvaise image du truc, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que justement la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique? Je dirais que c'est l'inverse, moi. Je dirais que c'est la politique qui s'intéresse pas à la jeunesse. Parce que on voit que on fait de la politique de plus en plus en traitant de sujets qui finalement n'intéressent pas les jeunes, et on se penche pas assez sur l'éducation. Moi, je suis en Wallonie, je suis à Lyon, et je vois qu'on investit de plus en plus dans les soins palliatifs. J'appelle toujours ça, c'est le social, et pas assez dans l'éducation. Je veux dire, le pacte d'excellence. Je suis beaucoup en contact avec des profs, ça va pas du tout, il n'y a rien qui va dans ce nouveau pacte. Or, on devrait mettre des personnes hyper compétentes et hyper calées pour réinvestir dans l'éducation et faire que le soin palliatif par la suite, on investisse moins dedans. Je l'ai dit au conseil à plein de reprises, je me suis beaucoup battu sur ces dossiers. Mettre 1 euro dans l'éducation aujourd'hui, c'est 15 euros de moins dans le social demain. Et je me rappelle qu'ici, avec les mesures budgétaires, parce qu'avec les crises successives, les villes ont de moins en moins de budget. Ils avaient voulu réduire les budgets de la petite enfance, donc les crèches, les écoles gardiennes, etc. et les écoles communales. Et je m'y étais opposé fermement en disant il y avait une baisse de 10% sur toutes les ASBL, etc. Et c'était que 5%, en tout cas c'est ce qu'il disait, sur la petite enfance. Et j'avais dit que c'était juste pas acceptable, parce qu'en fait, même réduire que de 5% l'éducation, c'est juste pas du tout acceptable. En fait, on devrait augmenter de 5 à 10% alors qu'on réduit le reste, parce qu'investir dans la jeunesse et investir dans son éducation, c'est investir dans la société future. Et comme on l'a dit là maintenant, en fait, la politique maintenant, c'est se baser sur des solutions qui peuvent paraître bien là dans l'immédiat, mais on pense jamais à court-termiste, et on pense jamais à 10, 15, 20 ans après, alors que c'est le rôle du politique, quoi. C'est de projeter la société idéale dans plusieurs années. Penser à la génération future, justement. Exactement. Et c'est vrai, tu dis un truc hyper vrai, c'est que y a vraiment, dès lors qu'on parle de sujets qui pourraient toucher à la jeunesse, typiquement l'éducation, etc., par certains partis, c'est interprété comme un coût plus qu'autre chose, alors qu'en vrai, il s'agit d'investissement. Concrètement, c'est investir dans la génération future. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec notamment François, donc parler du court-termisme en politique. C'est parce que ça rapporte pas assez, en fait. Parce que quand tu es élu, ici c'est des mandats de 5, 6 ans, que tu investis par exemple dans l'éducation, la politique, j'ai cité Barack Obama que j'aime beaucoup, la démocratie, c'est peut-être pas le moyen le plus efficace de faire aboutir des projets, mais c'est le moindre mal, en fait. Et donc il faut parfois prendre le temps et avoir le courage d'assumer des décisions, parce que c'est pas vendeur de dire qu'on va mettre des millions et des millions dans l'éducation et qu'on en verra les objectifs atteints dans 15 ans, et donc c'est pas porteur électoralement, mais il faut des politiques qui aient le courage de le faire, et qui remettent parfois en cause des voies immédiates qu'ils pourraient avoir pour l'intérêt général et futur. C'est clairement le cas. Et c'est quoi, pour nos auditeurs justement, c'est quoi d'être chef de groupe dans une ville comme la ville de Namur? Alors c'est quoi? En fait, comme on parle, je pense plutôt à des gens de notre âge, et que c'est tout à fait légitime qu'ils ne connaissent pas bien le fonctionnement de ce que c'est un conseil communal. En fait, un conseil communal, c'est un peu comme un mini-parlement. Donc c'est l'assemblée où on vote les décisions qui sont prises pour la ville, comme on voterait des lois par exemple au Parlement fédéral. Ici, Défi, on n'est pas dans la majorité. La majorité, c'est CDH, donc engagé, écolo et EMR. Et dans l'opposition, il y a le PS, le PTB et Défi. Moi, je suis dans l'opposition du coup, avec mon comparse, et donc je dirais pas on s'oppose aux décisions qui sont données par la majorité, parce que je pense que ça aussi c'est important, on ne doit pas s'opposer à des bonnes décisions. Parfois le rôle de l'opposition est mauvais là-dedans, de dire on s'oppose à tout parce que ça fait des positions de principe, mais non, en fait si c'est bon faut le dire, si c'est mauvais faut le dire aussi. Et donc notre rôle, c'est d'analyser les décisions qui sont proposées. Ça peut aller de l'aménagement du territoire, de décisions pour des mesures écologiques, de décisions pour l'investissement dans le secteur social, de décisions pour l'investissement dans les écoles communales. Et nous, on analyse les dossiers, on partage notre point de vue pour améliorer la décision qui sera prise. Puis on passe au vote avec tout le conseil. Et s'il y a une majorité
de conseillers qui adoptent la décision, la décision est votée, la décision est prise pour être appliquée concrètement à la ville de Namur. Et donc moi, mon rôle, je dis toujours, c'est comme on est dans l'opposition, on ne prend pas souvent nous-mêmes les décisions, mais on a un grand rôle et on a une grande capacité à rapporter des préoccupations parce que c'est... T'as vu la petite bombe? Ouais, ça m'a bien... Ah non, ça va, je reste deuxième. Toi premier, moi deuxième, c'est bien, on fera pareil aux élections, on sera nickel. C'est l'ambition. C'est l'ambition. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus du coup. Ouais, c'est oui, c'est ça. Ça nous donne voilà, un beau porte-voix parce que on a accès du coup au bourgmestre, à la majorité, aux échevins et on est dans un conseil, on a un micro, on a une place, on a une capacité d'apporter des points. Donc je peux dire voilà, je veux parler de ce sujet au conseil aujourd'hui. Et donc si parfois on prend pas la décision parce qu'on est en opposition, on peut faire réfléchir la majorité sur des préoccupations qui nous sont reportées par les citoyens. Ok, mais après c'est peut-être pas tous les partis qui ont cette opposition constructive comme tu l'as décrit. Non, pas du tout, pas du tout. Moi je le vois avec on peut en parler en long, en large et en travers, mais avec le PTB, moi je trouve que c'est un vrai danger. On en parlait tous les deux avant cette petite partie. En fait, on a ce qui s'appelle le cordon sanitaire en Wallonie, donc il n'y a pas d'extrême droite. Enfin, en tout cas, elle n'arrive pas à émerger parce qu'on ne lui donne pas la parole et on refuse de débattre avec l'extrême droite. Je pense que c'est positif parce que débattre avec eux en se disant que c'est un parti comme un autre, ça mène à des débats comme en France où ils sont à la porte du pouvoir en fait. Ils font une bataille culturelle et ils arrivent du coup à leur fin. Voilà, parce que c'est des discours faciles et que les discours faciles, généralement ça paye plus que la nuance. Ouais. Moi je plaide pour la nuance. Et l'extrême gauche c'est le même danger en fait, parce qu'il ne faut pas croire que le communisme a fait moins de dégâts dans l'histoire que l'extrême droite. Ça a fait énormément de morts aussi. Et c'est pas un système équilibré. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont des menteurs. Je dis le terme est fort, en fait, mais je l'assume. Je remarque qu'ils viennent pas souvent en commission, donc ils font pas beaucoup le travail. Donc les commissions, c'est les réunions qui préparent le conseil. Donc il y a plein de thèmes, donc commission éducation, commission sociale, commission patrimoine, et donc on prépare les dossiers. Et, les échevins nous expliquent ce qu'ils vont proposer au conseil. Donc c'est vraiment le travail de fond. Et en fait, eux viennent pas, ou pas souvent. Et puis ils viennent au conseil quand les caméras sont là, et ils viennent tenir des propos polémiques comme si tout était facile à adopter, en fait, que l'argent était gratuit, que on pouvait moins travailler, avoir plus des pouvoirs publics. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'une société bien équilibrée, c'est où les gens travaillent, s'investissent, peuvent participer à l'État. Comme disait Kennedy, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre État. Vous faites pour l'État. Je pense que c'est une phrase essentielle parce qu'on finance rien sans rien, et que si on veut une meilleure école, une meilleure éducation, si on veut un aspect social qui soit là quand on se trébuche dans la vie et qu'il faut que l'État soit là pour nous rattraper, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent, il faut que les gens soient motivés à participer dans un ensemble collectif, et le PTB c'est toujours plus en faisant moins. Je pense que c'est pas un discours très réaliste. Ouais, non, complètement. En plus, finalement, ce qu'il y a, selon moi en tout cas, un peu détruit la Wallonie aujourd'hui, c'est des fois, pour moi c'est purement de la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que c'est déjà un peu mentir aux gens. Et ça, les socialistes n'y sont pas pour rien. Voilà, c'est ça. Et c'est une sorte de parti socialiste plus, mais sans véritablement avoir un projet de fond pour la Wallonie qui véritablement paye d'une mauvaise gestion, selon moi. Tu parlais justement tantôt des commerçants et des indépendants. C'est dramatique. Moi, quand je vois ma ville, en fait, je la reconnais plus par rapport à avant. Et alors, c'est pas toujours de la faute de la majorité, parce que je vois bien que la commune, dans la majorité, essaye d'investir, de rameuter des projets qui soient attractifs pour la ville, mais c'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a deux explications. Les pouvoirs supérieurs, donc la région et le fédéral, n'investissent plus assez dans les communes, et les crises, c'est les communes qui les ont assumées, parce que le Covid, etc., faut pas croire, le fédéral n'a pas mis beaucoup de budget, et c'est les CPS des communes qui ont dû assumer la crise, et c'était hyper compliqué. Donc les caisses sont vides, sont de plus en plus vides, donc c'est dur d'assumer des projets. Et la deuxième raison, c'est que en fait, on est dans une période qui est hyper difficile pour les commerçants, par exemple, je le dis tout le temps, au centre-ville, parce que les villes et les plans de ville sont en train de totalement changer. On parle beaucoup de piétonniers, de piétonisation. L'accessibilité devient de plus en plus compliquée, et donc on a des commerçants du centre qui se retrouvent avec une ville moins attractive, du coup avec moins de fréquentation, du coup avec moins de sécurité, et du coup on assume des projets qui sont portés
par exemple par les écolos, donc mais qui ne pensent jamais, ce sont des beaux projets politiques, mais qui ne pensent jamais au volet économique que ça engendre. C'est ça, ok. Et moi je pense que c'est une préoccupation qui doit avoir lieu parce que c'est bien de faire de la politique avec des grands projets, mais sans le volet économique, on n'arrivera à rien parce que avant de penser à des projets politiques, les gens, s'ils mangent et qu'ils boivent pas, et qu'ils n'ont pas assez pour vivre une vie digne via leur travail, ils pensent plus à la politique en fait, ils pensent à comment ils vont manger. Oui, c'est ça, comment ils vont survivre au lendemain, quoi. Et il y a beaucoup d'indépendants qui se posent ces questions-là pour le moment et c'est pas normal en fait. Ah non, c'est clair, mais pour revenir un peu sur la question justement des extrêmes, et en l'occurrence de l'extrême gauche, moi je dis souvent que parce que quand tu dis immense, c'est vrai que c'était fort. Toutefois, c'est quand même important de le mentionner dans la mesure où il y a souvent cet argument de nous, nos députés ne sont pas payés, indécemment, etc. Mais cet argent, on soit bien clair, leurs députés, le parti reçoit bien cet argent comme n'importe quel député. La différence, c'est qu'eux choisissent de le mettre dans la communication. C'est super important. Et fondamentalement, les citoyens n'ont pas plus d'argent parce que le PTB est là. Non, eux, ce qu'ils entretiennent, c'est l'empoisonnement finalement de la démocratie. Il y a un truc à relever, c'est que le PTB donc, est contre les grosses entreprises, mais c'est le parti en Belgique qui finance le plus Facebook parce que c'est le parti qui paye le plus pour ses promotions et ses publicités sur Facebook. En fait, ce qui est intéressant avec le PTB, c'est qu'ils nous disent tout le temps vos députés sont trop bien payés, c'est dégueulasse le système politique en Belgique, vous êtes des gens déconnectés, parce qu'en fait, il faut savoir que le PTB, ce qu'il fait, c'est que leurs élus gagnent le même salaire que tous les autres députés, donc ça veut dire qu'ils ne coûtent pas moins à la société. Toi, moi, tout le monde ici paye le même prix pour les députés PTB. Complètement. Mais qu'eux, ils gardent, on va dire 50% de leur salaire et le reste, ils ne le rendent pas à la société, ils ne le donnent pas à des associations. Tout faut pas croire. Ils les gardent dans leur parti politique. Et donc, ils achètent des beaux locaux, ils font de la promotion sur Facebook. Premier, tiens, ça c'est. Attends, là tu m'as eu. Les prochaines élections, on sera comme ça. et en fait, ils coûtent le même argent, sauf qu'ils le reversent à leur parti. Ah ouais, là je me suis mangé. Et ils viennent nous faire la leçon. Tu vois, c'est pas correct. C'est pas du tout bien pour le citoyen. En fait, le citoyen il gagne rien. Et ils nous critiquent tous, mais c'est les pires. C'est ça, complètement. Donc voilà, c'est hyper hypocrite comme discours. Mais c'est comme ça un peu pour tout. Ils présentent tout le temps des solutions qui sont faciles en fait, des propos qui marchent parce qu'on se dit ce serait bien en fait d'avoir 2 mois de congé maladie payés pour à la charge des indépendants, ce serait bien d'avoir des salaires minimums qui soient super augmentés, d'avoir des pensions qui explosent. Mais moi je suis d'accord avec ça. Mais après, il faut trouver la solution pour le financer. Et moi, je suis pas dans le mensonge, je suis pas en train de proposer aux gens de mon parti, vous allez avoir des salaires qui explosent, des allocations des hôpitaux qui sont impeccables, et vous devrez rien faire comme effort pour ça. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Complètement. Il faut pas croire ces discours-là qui sont trop faciles parce qu'ils sont dangereux. Après, ils diront l'effort, la volonté politique, oui, mais encore une fois, c'est trop facile de promettre. C'est trop facile. C'est trop facile de promettre, mais je pense qu'il faut être tout le temps dans la nuance. En fait. La politique, ça doit être la nuance. C'est ce que notre parti propose, c'est pour ça que je m'y suis engagé. C'est qu'il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution toute faite. La solution, c'est toujours l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des gens qui travaillent, vous allez gagner moins qu'un allocataire social. Ça, c'est juste pas correct. Mais on ne peut pas dire à l'inverse que quelqu'un qui travaille et qui gagne des millions et des millions et des millions d'euros ne doivent pas un tout petit peu plus contribuer à la société que les autres. Et donc la solution, c'est dans l'équilibre. On doit taxer les riches, comme le dit le PTB, et on doit jamais emmerder soi-disant les pauvres. Et finalement, on va faire qu'augmenter le salaire des gens qui sont dans une classe moins aisée. Non, l'équilibre entre les deux, c'est ça qui fera avancer la société. C'est une solution équilibrée. Mais c'est vrai, mais c'est totalement ça. Je préférerais toujours celui qui me dira voilà, la réalité est celle-ci et on va faire l'effort, on a la volonté politique d'aller jusque-là, mais pour ce faire, il faut concrètement faire ça et ça, que celui qui te dira d'un côté, évidemment, non, tout va bien, rien ne se passe, c'est une sorte de statu quo, et de l'autre côté, ceux qui te diront ah non, tout va mal, et ils te promettront mondes et merveilles en disant qu'ils vont réussir à... C'est le discours actuel, en fait. Tu as la droite qui tacle sur les chômeurs en disant c'est la faute des chômeurs, et la gauche qui dit c'est la faute des employeurs et des super riches. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont corrects des deux côtés. C'est ça. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui emploient aussi beaucoup de personnes dans leurs entreprises. Et sans le secteur privé, ce que je dis toujours à la ville, en fait, c'est bien d'avoir de l'esprit public, des emplois publics, etc. Mais sans les indépendants, vous n'allez rien faire parce qu'une société, ça tourne aussi grâce aux indépendants et à ces gens qui gagnent bien leur vie, parce que ces gens qui gagnent bien leur vie, du coup, ils dépensent, du coup, ils font tourner la société. Donc, c'est pas que de leur faute. Et à l'inverse,
il y a des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont super motivés, qui trouvent pas d'emploi. C'est clair. Et qu'il faut aider. Par contre, ça doit être l'équilibre aussi. Quand on voit qu'en Wallonie, il y a que 67% des gens qui sont au travail, c'est pas logique. Donc la solution, c'est d'augmenter ce taux d'emploi et aussi peut-être de faire un petit peu plus contribuer ceux qui gagnent excessivement bien leur vie. Voilà. Je pense que la solution, c'est celle-là. C'est pas de dire que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça, et ça sert à rien aussi d'essayer de faire cette fameuse stratégie de diviser pour mieux régner. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu prends par exemple, ne serait-ce que pour l'imposition, tu as en fait des gens qui sont un peu plus aisés. Il y a eu une sorte de tribune qui avait été signée, il me semble que c'était en France, où tu avais des millionnaires qui disaient moi en fait ça me dérange pas d'être plus taxé. Mais si c'est bien utilisé. Voilà, ça doit être bien utilisé. Donc là on arrive à la bonne gestion justement. Ça on peut en parler de la bonne gestion. Et en Wallonie, il y a aussi un vrai problème, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on est une Parlant de la gare de Mons la gare de Mons, le Parlement wallon. Dernièrement. Je sais pas si les auditeurs ici ont entendu parler, mais enfin un Parlement qui devait coûter à la rénovation, je sais plus si c'était 12 millions, je sais plus. Mais finalement on coûte 47, dont un tunnel. Donc j'explique quand même cette histoire-là parce que j'aime bien l'expliquer. À cette époque-là, où moi j'ai fait des études de droit. J'allais faire un stage auprès d'un magistrat au tribunal de Namur. Et pendant que je faisais mon stage, le Parlement wallon, c'est l'inverse. Le tribunal dans lequel je travaillais a dû être évacué parce que les plafonds s'effondraient sur les magistrats et les avocats. Donc, c'est l'état d'esprit de la justice dans notre pays. On avait des gravats dans les cheveux parce que les palais de justice s'effondraient. Et dans le même temps, donc je sortais de ce stage, j'étais dans ma voiture, je regardais mon téléphone. Je conduisais pas, je précise, je regardais mon téléphone en conduisant. Je vois qu'on va financer un tunnel à usage seul des députés wallons, donc ils sont 79 si j'ai mon souvenir, entre un parking qui se situe littéralement à 100 mètres du Parlement et ce Parlement pour ne pas qu'ils aient à emprunter le passage pour piétons supérieur pour qu'ils n'aient pas trop à marcher et qu'ils aient un tunnel direct, et ce tunnel allait coûter 3 millions. Finalement, il a coûté 11. Il a coûté 11 millions d'euros. Et donc, c'est quoi cette dualité dans cet état où on a un Parlement qui coûte 47 millions d'euros de réparation, où on achète des sièges de commission à 3500 euros le siège, et où les palais de justice s'effondrent à côté. Ouais, c'est ça. Moi, quand mon parti dit il faut plus investir dans la justice, je suis un peu d'accord avec lui. Il y a 3 niveaux de pouvoir en Belgique, législatif, exécutif, judiciaire. Il faut que ces 3 niveaux de pouvoir aient les mêmes moyens pour assumer leurs fonctions. Et puis, c'est une des conditions substantielles même du contrat social. Les gens adhèrent à une société pour avoir forcément de meilleurs soins de santé, pour avoir l'éducation comme tu le signifiais au début, et aussi, surtout, pour avoir accès à une justice. Une justice qui va être viable, mais si elle est sous-financée comme elle est aujourd'hui au profit, par exemple, de projets... Les politiques se plaignent constamment de l'insécurité. Mais si la justice n'est pas là pour sanctionner en fait les infractions, c'est juste impossible qu'on ait une société qui soit plus sécuritaire. Donc je veux dire, le politique se tire une balle dans le pied en ne votant pas des budgets supérieurs pour la justice. Ça c'est un autre sujet, mais je veux dire, pour la bonne gouvernance, puisqu'on était là-dessus, je trouve incroyable qu'on voit les sondages encore à l'heure actuelle, en fait les partis qui ont décidé de ces surfinancements pour du luxe, du luxe total. Sofa, je sais pas combien un sofa à 18 000 euros pour le bureau de président, qui en plus est horrible. Qui on dirait un truc Ikea. Je veux dire, j'aime bien les fauteuils Ikea, mais enfin, je veux dire, 18 000 euros pour un fauteuil qui n'a aucune plus-value. Passons. C'est pas normal quand on sait qu'à côté de ça. La Wallonie est dans un état financier qui est catastrophique, parce que certains parlent. La dette a été mise en récession économique il y a quelques années d'ici. Eh bien, aux proportions de la dette que l'on a, on est dans une pire situation en Wallonie que la Grèce. Donc, je veux dire, on se permet des fauteuils à 18 000 euros quand on sait que les comptes publics sont vidés de chez vidés. Sont rouges. Sans référence à aucun parti, évidemment. À aucun parti. Et donc, il est temps, je pense, que des jeunes comme toi, comme moi, viennent dans ces instances et disent qu'il faut restaurer de la bonne gouvernance. Je rappelle que notre parti, notre président a proposé une charte de la bonne gouvernance en disant on va réduire le nombre de députés, on va réduire le nombre de voitures de fonction pour que le système politique coûte moins cher. Il n'y a qu'un parti qui l'a signé, c'est le nôtre. Eux, donc ils se plaignent tout le temps et disent on va améliorer la bonne gouvernance, mettre l'espace aux jeunes. C'est toujours les mêmes, ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait 30 ans que c'est les mêmes qui décident, et ils signent pas des chartes de bonne gouvernance quand il faut prendre des décisions qui vont un peu les impacter dans leur luxe. Forcément. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Parce que la particratie, parce que leur petit confort, parce que et c'est vraiment, c'est à la fois pour ça que nous on nous engagé et à essayer de du coup frapper un peu dans la fourmilière et faire en sorte que, et puis c'est aussi hyper frustrant pour nous
qui arrivons tout simplement en politique, qui sommes jeunes et qui en fait avons l'éthique comme cheval de bataille et en fait on assiste à ça impuissant. C'est frustrant, moi ça me frustre, mais à la fois ça me donne encore plus envie de me battre. Forcément, ouais. Parce que je me dis, purée, on peut pas laisser la manette à ces gens-là, quoi. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, ça fait 30 ans qu'ils ruinent la région de notre pays, qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui travaillent pour leur électorat à eux, pas pour l'aspect de l'intérêt général. Et il est temps de restaurer un sens de l'État. Notre parti le prône, c'est de dire, voilà, quand on est en politique, on est engagé pour l'ensemble des citoyens, on doit être audacieux, mais aussi on doit débattre avec les autres partis pour s'engager pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt de ses électeurs et de son parti politique. Ben voilà, je pense que ça peut réellement changer les choses. C'est clairement ça. Bah écoute Julien, sur cette belle conclusion, alors on va quand même regarder les résultats parce que j'ai envie de... Je pense qu'on n'a pas été trop mauvais. Hein. Non, en vrai de vrai, on s'est bien débrouillé. On s'est vraiment bien débrouillé et je crois que tu m'as complètement battu. Hein, je sais pas, j'ai pas regardé, j'étais concentré sur ce qu'on disait. Complètement battu, mais justement, tu m'as tellement mis, j'étais fasciné par ce que tu disais, du coup, donc je faisais plus attention. Ah merde, là je regardais les moments forts. Les auditeurs seront dans le même cas de figure que l'autre. Bon, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir répondu présent pour cet épisode et j'espère te revoir assez vite. Quand tu veux. Et pour conclure cet épisode, peut-être pour toi, idéalement, Namur 2024. Ouais. Tu le vois comment? Politiquement ou Politiquement, dans la majorité du coup. Je te laisse, c'est toi qui. Namur 2024, je pense que Namur c'est une ville, enfin moi c'est ma ville de cœur, hein. J'y vis depuis que je suis né et c'est une très très belle ville en fait qui a beaucoup d'aspects positifs. Architecturalement elle est magnifique, patrimonialement elle est magnifique aussi et je pense que ça peut être un réel pôle attractif économique, en tout cas c'est ce qu'elle doit devenir et que si les pouvoirs publics ont fait beaucoup de travaux, ça ne doit pas être juste des beaux écrins qu'on regarde comme ça doit être une ville efficace qui amène beaucoup de vitalité, beaucoup de sécurité. Et donc moi dans mon idéal c'est une ville sans l'extrême gauche, une ville sans l'extrême droite et une ville qui se bat pour ses citoyens, pas pour des intérêts politiques. Et je pense que si Défi monte dans une majorité prochainement, aux prochaines élections, ça peut participer au fait qu'on puisse s'engager pour une ville qui soit plus juste, plus accessible et plus attirante pour ses commerçants. Super. Bah écoute, merci et à très vite.